l'Europe, c'est une chance extraordinaire pour nous tous. Le gouvernement veut l'Europe. C'est pourquoi il se bat pour la faire avancer. Car il veut une France forte, libre et indépendante. Pardon. Par son action et celle des autres pays de la communauté, l'Europe sera réussie. Pas vrai, les gars? L'Europe, son avenir sera le nôtre. C'est très difficile de trouver une star du fromage. Il ne faut pas être un fromage. Trop banal. Trop fort. Trop maigre. Suivant. Ça va pas, non? Trop typé. Trop lourd. Pour être un grand nom du fromage et plaire à tout le monde, il faut avoir une sacrée personnalité. La vache qui rit, le fromage à part, c'est vachement bon. Pousse mousse, tu pousses et ça mousse. Quelle est douce cette mousse. C'est bien plus malin pour se laver les mains. Des pois roses et une corbeille de pastilles bleues. Tous marrés avec tout. Les tout cotons de Tim. Marions-les. Le soleil. Allez, la neige. Xylophène Color teinte et protège le bois. Xylophène Color contre le temps, longtemps. Quand je serai grand, eh bien je construirai la plus belle maison en verre de l'espace. Et puis, Gagne l'énergie de tous les projets. je les emmènerai tous dans ma fusée. Et j'en monterai plein de super robots. Tu verras, on fera tout comme Assurance Superman. Cannes, l'énergie de tous les projets. Une maison, une famille, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. C'est aussi une question de cœur et d'assurance. Assurance Gamme, l'énergie de tous les projets. En compétition, le secret, c'est l'entraînement. Tenir la distance. Aller toujours plus loin dans la performance. Comme Rexona. Je l'ai choisi parce qu'il m'aide à rester frais plus longtemps. Même quand je le mets à rude épreuve. Avec Rexona, j'ai un avantage d'entrée de jeu et je le garde. Déodorant Rexona, une fraîcheur à toute épreuve. Les clés sont dans la boîte à gants. Tu as gagné. On rentre. Tu as gagné. Je reste. Nouvelle Super 5, chacun sa vie, chacun sa Super 5. Donnez du talent à votre argent. Du 15 au 27 juin, vous pouvez devenir actionnaire de la Société Générale. Soir 3, Jacqueline Alexandre. Collision entre deux pétroliers en baie de Seine, l'un d'eux explose, bilan 7 disparus. À la veille des départs en vacances, le gouvernement lance sa campagne sécurité routière. Une enquête Soir 3 en Angleterre sur l'impact d'une campagne choc contre l'alcool au volant. À une semaine de la deuxième phase de la privatisation de TF1, le débat rebondit à propos du financement des chaînes de télévision. Enfin, avec nous ce soir, pour parler de la vente publique des actions TF1, Gilles Dupont de la charge Cholet-Dupont. Bonsoir. Tragique accident ce matin en baie de Seine. 2 pétroliers sont entrés en collision, provoquant l'explosion de l'un d'eux. Bilan 9 victimes, 1 mort, 6 disparus et 2 blessés, dont 1 grièvement. À l'heure qu'il est, les équipes de secours poursuivent leurs recherches. Un seul corps a été retrouvé. Philippe de Savski. C'est en début de soirée que l'incendie à bord du pétrolier grec Vitoria a pu être circonscrit.
Cela a permis d'engager plus activement les recherches des 7 victimes disparues. À cette heure, seul un corps a été retrouvé. Dans la journée, les équipes de secours, pompiers et plongeurs ne pouvaient approcher la carcasse brûlante du pétrolier. C'est à 9h50, à la hauteur de Vieux-Port, entre Le Havre et Rouen, que le pétrolier japonais, Fuyo Maru, est victime d'une avarie de barre. L'assistant de pilotage en scène et le commandant de bord ne peuvent réagir et c'est la collision avec le Vitoria. Le bâtiment grec, vidé de sa cargaison, n'avait pas néanmoins dégazé ses cuves. De fait, c'est l'explosion et le navire se déchire en deux. Des débris de ferraille seront retrouvés à plusieurs kilomètres à la ronde. Un dégazage des cuves aurait évité cette catastrophe. Mais cette opération n'est obligatoire que pour les navires de plus de 20 000 tonnes. Le Vitoria n'en totalisait que 16 500. Côté pollution, tout danger est écarté. Le carburant du Vitoria s'est consumé. Et l'autre pétrolier, le japonais, plein, lui, de 11 500 tonnes de kérosène, n'a pas subi, malgré le choc, d'avarie grave. Il a rejoint dans l'après-midi le port de Rouen, où une enquête a été ouverte. Malgré un trafic dense sur la Seine, les accidents sont extrêmement rares. Le dernier remonte à 9 ans. Il faut dire que d'importantes mesures de sécurité sont imposées pour le trafic fluvial. FR3 Rouen, Éric Tréguier. Qui dit gros trafic, dit gros risques et gros moyens de sécurité. Et la Seine est une artère presque saturée. Sur les 70 km de Rouen au Havre, ils sont près de 16 000 à se croiser tous les ans sur 200 mètres de large. 8 000 péniches, 8 000 navires de guerre, 50 bateaux par jour. La Seine est un véritable boulevard maritime et plus que toute autre route, elle fait l'objet d'attention spéciale. Le moindre accident et c'est l'arrêt brutal d'un poumon économique. Plusieurs dangers menacent cette autoroute. Premier danger, la pollution. Pour l'éviter, une quarantaine de pilotes au Havre, au Taon, à Rouen. Ils connaissent parfaitement la législation française en matière de trafic, mais surtout, ils connaissent le fleuve, ses marais et ses pièges. Deuxième sécurité, surtout efficace en cas de brouillard, le guidage radar à partir de Honfleur. Mais on n'est jamais à l'abri d'une avarie et la dernière collision sur la Seine date d'il y a 9 ans. Face au danger d'une pollution, la capitainerie du port de Rouen dispose de tout un éventail de moyens. Elle surveille les arrimages et limite sévèrement les tonnages des matières les plus dangereuses. En cas de pollution grave, elle peut dérouter des navires, lancer des barrages et mobiliser tout ce qui lui semble nécessaire. L'enjeu est de taille, car il faut savoir que sur la Seine transitent chaque année des milliers de tonnes de morts flottantes, comme de la dynamite, des déchets nucléaires, des acides micropolluants et des hydrocarbures. Chaque année, la route tue 11 000 personnes en France. 3 raisons principales, l'alcool, la vitesse et l'absence de ceinture de sécurité. 20% de ces 11 000 morts surviennent pendant juillet et août. C'est pourquoi, à la veille des grands départs en vacances, Pierre Méhaignerie, le ministre des Transports, lance une nouvelle campagne de prévention. À partir du 29 juin, vous pourrez voir à la télévision ce spot réalisé par Jean-Jacques Benex, le metteur en scène de Diva. Chaque jour, 30 morts et 700 blessés sur la route. Choisissons la vie, changeons de conduite. Pas d'alcool, pas de vitesse et la ceinture. Qu'un jeune sur 2 aujourd'hui en France meurt sur la route entre 16 et 25 ans est inacceptable. Alors selon vous, pourquoi vaut-il mieux s'adresser finalement au cœur qu'à la raison précisément dans ce cas-là? Pourquoi ça va mieux fonctionner selon vous? Parce qu'il y a moins de rejet de la personne, de sa responsabilité sur autrui. C'est-à-dire, selon vous, que se disent les gens lorsqu'ils voient finalement ne buvez pas ou ne conduisez pas vite? Pourquoi est-ce moins efficace? Parce qu'ils pensent que ça s'adresse à d'autres qu'à eux-mêmes. Alors qu'une communication sur l'expérience d'une mère qui a perdu son fils, chacun pense que cela peut lui arriver. Entre convaincre et contraindre, en France, on a plutôt choisi de persuader. Dans le cadre des séries d'enquêtes que nous menons dans d'autres pays d'Europe, nous avons choisi l'Angleterre qui, elle, a opté pour une stratégie publicitaire complètement différente. Comme l'a constaté notre envoyé spécial Anne Rongère, le gouvernement anglais a choisi la méthode choc en diffusant des spots pour le moins percutants. Londres, la carte postale. Londres, l'envers du décor, l'alcoolisme.
11 000 morts chaque année sur les routes. Voici 2 spots diffusés à la télévision contre l'alcool au volant. Des images choc. Un automobiliste fou lâché dans la ville, le buveur présenté comme un meurtrier en puissance. If you're driving this Christmas, watch what you're drinking. La mort est clairement présente, cadavre en gros plan sur ces affiches placardées sur les bus. Cette campagne choc, c'est cette jeune femme qui l'a conçue. Elle dit « C'est en allant dans les pubs que j'ai compris qu'il faut faire peur aux chauffards. » Ils disent que l'alcool ne diminue pas leurs réflexes. Certains même disent qu'ils conduisent mieux lorsqu'ils ont bu, ce qui est bien sûr complètement faux. Il y en a même qui poussent leurs amis à boire avant de conduire, ce qui est complètement idiot. Alors, quel message proposez-vous? Quel effet voulez-vous provoquer? Il faut leur faire peur, créer un choc. 23 heures, leur test pour comprendre les rapports des Anglais avec l'alcool. Dès que cette cloche sonne, la vente d'alcool est interdite. En fait, on vous raconte ici avec le sourire comment ça se passe vraiment. On commande 10 bières d'un coup juste avant l'heure fatale et le tour est joué. Conséquence paradoxale, c'est entre 23h et 4h du matin qu'il y a le plus d'accidents dus à l'alcool. Amer bilan pour les publicitaires. Les campagnes coup de poing n'ont pas prouvé leur efficacité. Leur effet s'amenuise avec le temps. Je pense que l'utilisation de la mort est trop forte. C'est du matraquage. Ça provoque une réaction émotionnelle si forte que les gens prennent de la distance. Ils disent « ça n'a rien à voir avec moi, c'est trop fort ». D'autres publicitaires avouent franchement leur impuissance. Nous savons vendre, séduire, mais éloigner les gens de quelque chose, leur faire peur, ce n'est pas notre tasse de thé. Un argument repris au vol par les partisans de la manière forte. Tout le monde sait que la police peut bloquer l'alcool au volant dès demain. Et comment ça? Tout simplement en confisquant les clés de voiture à la sortie des pubs à partir de 23h. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Ce serait un tollé général. Tout le monde dirait que le gouvernement étrangle les joyeux lurons, alors c'est politiquement impossible. Alors, comme en France, la nouvelle tendance est à la communication douce. Une maison vide, une femme solitaire, le même climat que chez Benex. Mais ne vous fiez pas aux apparences, c'est un spot pour vendre de la bière. Et le texte dit, bien sûr, ça nous fait plaisir que vous preniez un verre, mais toujours avec modération et jamais avant de conduire. Jacques Doufiag, le ministre délégué au transport, a rencontré cet après-midi les syndicats des contrôleurs aériens. Il leur a soumis un projet de création d'une agence de la navigation aérienne qui ferait sortir les contrôleurs de la fonction publique. 3 experts ont été nommés pour mettre au point ce nouveau statut dans un délai de 3 semaines. Du côté syndical, cette nouvelle négociation n'a pas apaisé les inquiétudes puisque la CGT et la CFDT maintiennent leur mot d'ordre de grève pour jeudi. Ce jour-là, seul le service minimum sera assuré. Le sénateur Jean Cluzel, rapporteur des crédits de la communication, estime dans son rapport présenté aujourd'hui à la presse que la situation de l'audiovisuel sera difficile au moins jusqu'en 1990. Entre autres points, le sénateur a abordé le problème de la viabilité des chaînes de télévision. Il pense que leur avenir pourrait bien dépendre des dispositions prises par l'État en matière de publicité. Il suggère qu'il conviendrait de contribuer davantage au financement de l'audiovisuel en augmentant la redevance ou en rebudgétisant certaines dépenses. Le Premier ministre, pour sa part, rappelait tout à l'heure sur TF1 qu'il avait toujours dit que le secteur public n'a pas vocation à recevoir des recettes publicitaires. Pour le Premier ministre, le secteur privé doit être financé par la publicité, le secteur public par la redevance. Mais il faudra une période de transition à cette évolution. Jacques Chirac souhaite qu'elle soit relativement courte. Cette déclaration a été immédiatement qualifiée d'encourageante par Francis Bouygues, le président de TF1, qui donnait aujourd'hui une conférence de presse une semaine avant la mise en vente au public des actions de TF1. Pour nous parler de cette vente, Henri Lauré, vous avez invité Gilles Dupont, qui est l'agent de change chargé de cette opération. Et Monsieur Dupont, bonsoir. Francis Bouygues, ce matin, déplorait, je cite, l'absence de bilan réel de référence pour TF1
et l'absence de structure financière équilibrée. Autrement dit, il ne pêche pas par optimisme. Il a même parlé d'opérations à risque. Est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable dans ces conditions de recommander aux téléspectateurs d'acheter des actions TF1 ? Il ne me semble pas du tout surprenant que Francis Bouygues, qui avec son équipe découvre depuis 2 mois et 2 mois seulement TF1 et l'audiovisuel, marque aujourd'hui dans la première communication publique à la fois sa préoccupation et ses espoirs. Donc le message qu'il a passé qui me semble tout à fait réaliste et tout à fait correspondre à ses idées. Mais enfin, TF1 pour vous, c'est néanmoins une bonne affaire. Et si c'est une bonne affaire, ça ne l'est pas aujourd'hui apparemment. Si vous voulez, en tant qu'agent de change, donc chargé avec les banquiers du groupe de lancer le titre sur le marché, nous avons examiné le dossier effectivement avec la sérénité des experts, et pour nous, ça nous semble un pari raisonnable. Un pari, effectivement, il y a des risques dans ce dossier, il ne faut pas les sous-évaluer. L'équipe de direction de TF1 a été, sur le plan technique, assez largement transformée, donc il faut qu'il la découvre. Le paysage audiovisuel est également en train de changer, donc c'est une difficulté supplémentaire. Et si vous voulez, dans l'immédiat, il faut bien reconnaître, enfin on en entend beaucoup parler, il faut bien reconnaître qu'il y a manipulation sur les salaires et sur les vedettes. Donc le compte d'exploitation est difficile à faire pour les premières ou deuxièmes années d'exploitation. Oui. Est-ce que le fait de l'avoir introduite sur le second marché par rapport au règlement mensuel, le marché au règlement mensuel, est-ce que ce n'est pas... le règlement mensuel impose certainement plus de contraintes que le second marché. Par conséquent, est-ce que ce n'est pas une manière de laisser les mains plus libres aux actionnaires principaux et par conséquent à M. Bouygues ? Non, je ne crois pas. Je crois que le second marché correspond bien à la vision qu'on peut avoir de TF1, si vous voulez. Le second marché a été lancé en 83 pour des sociétés à croissance rapide et à développement rapide, et pour des sociétés qui n'étaient pas à maturité. Comme je vous l'ai dit, la société, compte tenu des évolutions actuelles, n'est pas aujourd'hui à maturité. Elle est manifestement à maturité sur le plan technique, sur le plan de la communication et de l'audiovisuel. Elle n'est pas tout à fait à maturité encore sur le plan financier. Et comment est-ce qu'on prépare ou comment est-ce qu'on motive les futurs acheteurs pour acheter TF1 dont le fonds de commerce, au fond, n'est que le téléspectateur ? Oui, alors ça, c'est une très grande originalité de cette privatisation. Effectivement, dans les privatisations précédentes, nous avons vu des actifs industriels considérables arriver sur le marché, des actifs immobiliers également très importants, des portefeuilles de valeurs mobilières. Je pense aux grandes privatisations comme Saint-Gobain, Paribas, la Société Générale. Dans le cas de TF1, ce sont des actifs immatériels et uniquement des actifs immatériels. C'est la capacité à maintenir, à retenir et à créer un lien avec les auditeurs, effectivement. On achète sur la bonne mine de M. Bouygues, sur sa capacité de chef d'entreprise à redresser potentiellement une affaire dont il dit lui-même qu'elle n'est pas très, très brillante en ce moment. Non, oui, mais là, ce redressement et ce jugement ne portent que sur le plan financier. Je crois que sur le plan technique, TF1 a une très, très grande solidité, très grande expertise, et c'est d'ailleurs la force de ce dossier. C'est ce qui, à nous, experts, nous donne une grande sérénité. Merci, M. Dupont. Toujours à ce propos, le porte-parole du Parti socialiste, Jean-Jacques Kerran, a protesté aujourd'hui contre la campagne d'affichage et de spots publicitaires pour la vente au public de TF1. Cette campagne s'apparente à la publicité mensongère, a-t-il affirmé dans un communiqué. Il est faux de prétendre que le 29 juin, TF1 appartiendra aux Français. Ceux-ci se trouveront bel et bien dépossédés d'une chaîne qu'ils ont payée depuis sa création avec leur redevance. Tous les 2 ans, dans la foulée du Salon du Bourget, le ministère de la Défense expose à Satori le matériel militaire produit par les industriels français. Actuellement, on se bat bec et ongle pour garder notre place de 3e marchand d'armes au monde. Cette industrie fait vivre 300 000 personnes et la concurrence est de plus en plus vive. Satori est une foire-exposition un peu particulière où l'on n'hésite pas à dérouler le tapis rouge. Quoi de plus normal, les clients passent des commandes qui se chiffrent par milliards de francs. Pierre Babet. Ils arrivent dans de grosses limousines, parfois blindées. Ils sont escortés de motards, accompagnés d'officiers. Ils sont guidés par des hôtesses et protégés par des gorilles. Ils portent des képis, des casquettes, des bérets ou tout simplement des complets vestons. Et ils viennent tous les 2 ans faire leurs emplettes kaki dans l'un des plus grands shopping centers de la foire mondiale aux armes, l'adresse Satori, Yvelines, France. Sur les étiquettes, tout ou presque, les performances, la consommation, tout sauf un tout petit renseignement, le prix. Le prix, vous comprenez, ça dépend tellement des quantités, des options, de la tête du client
Pas tout à fait, mais disons des relations particulières, de l'amitié, et puis disons de la confiance. Ce client d'ailleurs, il n'est pas interdit de l'avoir à la séduction, en lui jouant le grand air, ou encore au bluff, par disons, anticipation imaginative. Oui, mais alors les commandes, les clients achètent-ils? Eh bien, oui, justement. Regardez ce char AMX-40. L'armée française n'en est même pas équipée, mais les Saoudiens voudraient en acheter 250. C'est vrai que le chèque n'est pas encore signé, mais il leur faudra un fameux caddie lorsqu'ils se présenteront aux caisses du supermarché de Satori, Yvelines, France. Ce soir, le Pérou est sans gouvernement. La démission du Premier ministre a entraîné celle de tout le gouvernement. C'est la crise la plus grave pour le jeune président social-démocrate Alan Garcia, à la tête du Pérou depuis 2 ans. Francine Raymond. Lorsqu'Alan Garcia apparaît en public, il est toujours un chef d'État populaire auprès des Péruviens. Pourtant, depuis 4 mois, le climat social n'a fait que se dégrader dans le pays, conséquence de la relance de l'inflation et de la hausse du coût de la vie. Le président Garcia avait réussi à imposer au Fonds monétaire international le plafonnement du remboursement de la dette du Pérou, mais n'a pas su juguler la crise économique à l'intérieur. Le premier coup de semonce, c'était il y a 1 mois, le 20 mai, avec un appel à la grève générale lancé par tous les syndicats du pays. La veille, les guerrieros du Sentier Lumineux célébraient au centre de Lima l'anniversaire du massacre de 300 dealers l'an dernier, dans 3 prisons de la capitale. Massacre qui a eu pour conséquence de provoquer un courant de sympathie dans la population à leur égard, et donc de rendre d'autant plus difficiles les mesures antiterroristes prises par le gouvernement. Un raid antiterroriste à l'université de Lima devait provoquer en février dernier un vaste mouvement de protestation chez les étudiants péruviens. Alan Garcia doit en plus de tout cela gérer des dissensions internes au sein de sa formation politique. Il est aujourd'hui lâché par son Premier ministre. Dans la crise que traverse le Pérou, reste une inconnue, l'armée. Corée du Sud, arrivé aujourd'hui à Séoul du secrétaire d'État américain pour l'Extrême-Orient, Gaston Ségour. Il espère y rencontrer le président Chun Do-hwan, contre lequel une partie de la population se rebelle depuis 15 jours. Monsieur Ségour a été violemment pris à partie par des étudiants. Ils étaient environ 15 000 à protester contre l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures coréennes. Par ailleurs, dans le sud du pays, le président Chun Do-hwan a fait sa première apparition depuis le début des émeutes. Le président s'est déclaré très préoccupé par les troubles actuels et s'est dit prêt à dialoguer. D'ailleurs, il doit rencontrer demain le chef du principal parti d'opposition. On vient de nous signaler qu'un bouquet de fleurs peint en 1878 par Claude Monet a été vendu ce soir. C'est le tableau le plus cher en France. Il a été adjugé à 13,8 millions de francs à Drouot. Avec un dollar en hausse, les places financières battent leur record. La Bourse de Paris a suivi le mouvement et a retrouvé son entrain aujourd'hui. Martine Thiebaud. À 6 francs 16, le dollar a encore progressé de 4 centimes à Paris, comme sur d'autres places financières. Mais c'est surtout face au yen qu'il s'est apprécié. Un mieux de l'économie américaine a été confirmé par de nouvelles statistiques. Pourtant, le dollar a fait une petite pause à New York cet après-midi. Brillant démarrage du mois de juillet à la Bourse de Paris qui s'est laissé entraîner par la hausse du dollar et les records des autres places financières. En vedette BP qui fait un bond de 16%, alors que nombreuses étaient les hausses entre 5 et 10%. Baisse de 6% de Poquelin qui a annoncé sa fusion fin 87 avec les filiales françaises de l'américain Keyes. L'or continue de perdre du terrain, moins 850 francs pour le lingot à 87 000 francs. Par contre, Wall Street a mis la pédale douce à la hausse. Le marché s'est calmé et commence à supporter quelques prises de bénéfices. Après 11 séances de hausse consécutives, Wall Street a battu hier soir son 36e record de l'année. Voyons maintenant le temps qu'il fera demain. Beau sur la Méditerranée, ça n'est pas nouveau. Mais la grisaille qui en début de matinée devrait disparaître et au fil des heures laisser place au soleil, fait que le moral des Français devrait un petit peu remonter. Les températures vont elles aussi sensiblement remonter et rejoindre la moyenne saisonnière. 12 à 19 degrés le matin, 18 à 29 l'après-midi. Je vous rappelle les titres de ce journal. Collision entre 2 pétroliers en baie de Seine. L'un d'eux explose, bilan 7 disparus. À la veille des départs en vacances, le gouvernement lance sa campagne sécurité routière.
Je vous donne maintenant les rendez-vous de l'actualité pour demain sur FR3. 12h15, le flash présenté par Étienne Lénard. 19h20, Henri Sagnier et Guylaine Ottenheimer. Soir 3 sera diffusé à 22h40. À demain. Bonsoir.